Merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va essayer de s'inspirer. S'inspirer, c'est pas faire du copier-coller. C'est essayer de découvrir un monde différent du nôtre pour voir en quoi il peut nous aider à réfléchir, à trouver des solutions, des inspirations, des méthodes à adapter à nous, notre monde humain. Car évidemment, nous ne sommes pas des abeilles. Par contre, les abeilles sont des insectes assez incroyables, qui ont la particularité de constituer une colonie, un essaim, une ruche, tout ça c'est un peu la même chose. En tout cas, de constituer un ensemble assez puissant pour finalement transformer le monde. Et des individus qui s'associent pour se mettre ensemble pour transformer le monde, voilà une définition possible de l'entreprise. Donc vous voyez bien que le lien va être assez facile à faire avec ce monde un petit peu étonnant et en tout cas très collectif, très organisé, très nombreux et qui nous donne notamment le miel, ce qui est déjà très sympa. Mais les abeilles, elles nous donnent plus que le miel. Elles nous donnent à réfléchir à la réussite collective, à la solidarité, à comment réussir ensemble, à trouver finalement la capacité de trouver une alliance avec l'environnement pour en produire le meilleur. Voilà des thèmes qui sont tout à fait d'actualité, évidemment. Alors, nous allons commencer par rentrer dans le monde des abeilles, qui est sans doute plus ou moins connu de certaines personnes d'entre vous, mais dont on ignore souvent bien des choses. Et puis quand on ne sait pas, on a tendance à calquer notre vision d'humain sur une vision animale, ce qui n'est pas toujours très juste, effectivement. Et puis après avoir un petit peu mieux compris la logique des abeilles, je vais vous proposer de partager 5 secrets qui font réussir la colonie d'abeilles. Et ces 5 secrets-là, ils peuvent avoir tout à fait un intérêt pour faire réussir vos entreprises, nos entreprises. Voilà un petit peu la démarche qui nous emmènera sur une conclusion de fin de conférence, bien sûr, après que nous pourrons à la fois nous restaurer et débattre. Alors, je vais commencer par vous montrer quelques éléments du collectif de la ruche. Je vous propose de découvrir quelques-uns des chiffres qui font la puissance du collectif de l'entreprise des abeilles. Alors évidemment, vous savez lire, je ne vais pas vous les commenter. Et ces quelques chiffres clés sont agrémentés de quelques photos. On y voit à la fois des abeilles qui parcourent un rayon de cire doré par le miel qu'il contient. On y voit aussi un essaim d'abeilles suspendu en grappes les unes aux autres. Et puis l'abeille elle-même, ce petit insecte qui individuellement est en train de se balader dans une fleur. Et on note qu'elle ramasse du pollen, lequel pollen est très utile à l'élevage des reines des larves dans la ruche, et qu'elle porte sur ses petites pattes une petite pelote jaune. C'est une pelote de pollen, car en fait, les abeilles, pour transporter le pollen, ont un petit système de panier sur les pattes arrière, et elles transportent le pollen un peu à la façon de sacoche sur un vélo. Et ça leur permet de rentrer à la ruche et de ramener cette poudre très nutritive pour les larves. Et puis, une abeille, ça va aussi ramasser du nectar dans les fleurs, dans les nectars des fleurs. Et par contre, là, elle a un jabot qui lui permet de ramener ce liquide sucré, merveilleux, qu'elle va transformer en miel. Et elle le transforme un peu à la manière d'un avion canadair avec un énorme réservoir. Et elle va revenir alourdie à la ruche avec toutes ces matières premières qui vont être transformées collectivement par l'ensemble des abeilles pour faire notamment le miel et plein d'autres produits fort utiles à la société des abeilles. Alors, voici donc quelques chiffres clés qui vous montrent que c'est une organisation, parce que le plus on est nombreux, plus il faut s'organiser, évidemment, que cette organisation, elle est collective. On remarque la force du groupe, évidemment. Et puis, elle est assez performante. Et en plus, elle a un impact non seulement
bénéfique pour elle-même, mais sur l'ensemble de la chaîne du vivant sur la planète. Et donc, c'est un peu une sorte d'entreprise citoyenne qui, au-delà d'atteindre ses propres objectifs internes, aurait un effet bénéfique sur l'environnement au sens large. Tout à fait étonnant. Voici donc une première plongée dans le monde des abeilles. Je vais vous donner le cadre de ma démarche. Ça s'appelle de la bio-inspiration. C'est tout simple, c'est s'inspirer des logiques biologiques, des logiques du vivant. Ça renvoie aussi à une discipline maintenant de plus en plus connue qui s'appelle le biomimétisme, qui consiste à mieux connaître le monde du vivant, le monde de la nature, le monde de la biologie, les organisations végétales ou animales, pour s'en inspirer, trouver des solutions, peut-être faire évoluer aussi nos technologies, nos démarches, nos méthodes. Analogie, voilà, c'est la démarche que je vous propose ce soir. Une démarche d'analogie consiste à découvrir un monde qui n'est pas le nôtre, ou qui nous surprend, ou que l'on ne connaît pas très bien. Et puis, ensuite, s'en inspirer. Encore une fois, s'en inspirer, c'est voir en quoi il peut résonner avec nos propres logiques. S'en inspirer, c'est pas faire forcément du copier-coller. Et ensuite, une fois qu'on est inspiré, transposer dans nos réalités d'entreprise, dans nos réalités d'organisation et de management, de voir quels sont les éléments qui peuvent nous aider à progresser. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans la ruche, c'est de répondre à la question comment réussir ensemble. Comment, très important, réussir, parce que la ruche réussit plein de choses incroyables, et évidemment de réussir collectivement. Il y a une limite à cette démarche, c'est qu'il s'agit d'animaux, il s'agit d'insectes, qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, à la grande différence des humains, et que, en fait, la question à laquelle nous ne pourrons pas répondre en s'inspirant des abeilles, c'est la question du sens, c'est la question du pourquoi, qui est le propre de l'homme. Et évidemment, dans le management, vous avez à la fois à traiter du comment, mais aussi du pourquoi. Et en tant que manager, ces deux questions sont indissociables l'une de l'autre. Comment fait-on ? Mais aussi parce que nous sommes des humains et non pas des abeilles uniquement mues par l'instinct vital, pourquoi on le fait ? Question fondamentale et indispensable. Et je pense que le comment et le pourquoi sont le propre de l'homme. Et c'est ça qui nous donne la conscience de ce qu'on fait, mais aussi la raison d'être et la raison de faire. Tout à fait important. Et puis, donc, juste sur la démarche inspirée par les abeilles, la nature, ce n'est pas seulement une ressource dans laquelle on va puiser des matières premières, c'est aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, parce que les ressources peuvent s'épuiser, mais les connaissances sont infinies. Et il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre du monde du vivant. Tout simplement, des questions aussi bêtes que combien y a-t-il d'espèces sur Terre ? On n'en sait rien. Quel est le nombre d'insectes sur la planète ? Quelle est leur diversité ? On ne sait pas. Et donc, par contre, il y a plein de données sur l'organisation du vivant, sur les principes de son évolution, de sa transformation, de sa capacité d'adaptation, qu'on est encore tout à fait bien incapable le champ des découvertes est immense. Voilà. Et puis, pour revenir enfin aux abeilles, la question, et ça, je crois que c'est quand même très connu, la situation des abeilles est devenue catastrophique. J'ai commencé l'apiculture il y a 40 ans, dans un temps béni où on mettait quelques ruches et les abeilles collectaient du miel en abondance, et c'était assez facile. Malheureusement, la situation n'a fait que se dégrader au cours des dernières décennies. C'est une des causes multifactorielles, mais qui traduisent quand même le fait que les abeilles ne vont pas bien sur une planète qui elle-même ne va pas très bien. Et finalement, nous sommes très concernés parce que nous-mêmes, nous avons besoin de l'habitabilité de la planète pour prospérer. Et celle-ci se dégrade de la même manière que le nombre d'insectes. On est dans certaines régions à moins 75% d'insectes par rapport à ce qu'on constatait il y a seulement 30 ans. C'est quand même assez incroyable. Et malheureusement, je dois vous dire que ce qui est inquiétant, mais il faut être réaliste,
c'est que cette tendance, eh bien, elle ne s'inverse pas. Et donc, la responsabilité que nous avons à l'égard du vivant dans son entier, des abeilles en particulier, concerne aussi la responsabilité que nous avons à l'égard de l'ensemble de l'humanité, parce que nous faisons partie de cet ensemble du vivant. À la découverte de la ruche, quelques notions pour découvrir la ruche. Alors, je vous propose dans un premier temps une petite plongée dans le monde des abeilles. Évidemment, il faut se protéger, parce que ça pique ces trucs-là. Voilà. Avant de voir quels sont quelques-uns des facteurs clés de la réussite de cette organisation collective performante. Alors, évidemment, on va commencer par présenter l'effectif de l'entreprise abeille. Alors, dans cet effectif, il y a 3 types d'insectes différents. La reine, une seule reine, évidemment. Des ouvrières très nombreuses. Ce sont celles que vous avez vues sur les fleurs de votre jardin, parce qu'elles sortent notamment butinées, mais elles font plein d'autres trucs. Et puis il y a aussi des mâles, il ne faut pas les oublier quand même. La reine, une seule reine, qui a la particularité d'avoir une physiologie un peu originale, avec un abdomen très développé, dans lequel il y a tout son appareil de ponte, car la reine est la seule abeille fertile qui est capable de pondre des œufs, et tous les œufs qu'elle va pondre donneront des larves, et ainsi elle va donner naissance à l'ensemble de l'effectif de la colonie d'abeilles. C'est la reine mère. La reine, physiologie particulière, adaptée. Et puis une autre particularité, c'est que la reine, elle ne va pas pondre de manière continue toute l'année. Elle va avoir une ponte qui va s'ajuster aux saisons, qui fait que dès que le printemps arrive, tout excitée par les beaux jours et l'émergence florale, elle va se mettre à pondre, et l'effectif des abeilles va progresser jusqu'à atteindre facilement 55 000 ou 60 000 abeilles dans une ruche, dans une colonie d'abeilles. Quand arrivent les premiers frimas, et pas seulement le mois de décembre, mais bien avant, elle commence à réduire sa ponte et ensuite à cesser de pondre, de telle manière que l'effectif de la colonie d'abeilles va se réduire faute d'un renouvellement. Et c'est une règle de démographie basique qui fait que l'effectif d'une ruche aujourd'hui, au mois de décembre, serait de l'ordre de 12 000 abeilles environ, jusqu'à ce que le printemps revienne. Dans cet effectif, il y a une reine et une seule. Il y a essentiellement de nombreuses abeilles ouvrières qui sont des femelles, mais qui n'ont pas la capacité à se reproduire et qui font marcher le système. Parce qu'en fait, dans la ruche cohabitent 2 fonctions, produire et se reproduire. Alors, évidemment, dans le monde de l'entreprise, c'est surtout la fonction de production qui va vous intéresser, je pense. Mais bon, mais la vie, c'est la vie, hein. Donc on n'y échappera pas non plus. Et ça m'amène à parler des mâles, parce que dans la ruche, on parle beaucoup de la reine, elle est très connue, c'est comme en Angleterre, on parle que d'elle, mais elle ne résume pas toute l'Angleterre à elle seule. Dans la ruche, on parle des abeilles ouvrières, dont on sait bien l'importance qu'elles ont sur l'écosystème floral. Mais dans la ruche, on ne parle pas toujours des mâles. Alors en fait, des mâles d'abeilles qu'on appelle faux bourdons, qui ne sont pas les bourdons, vous savez, les grosses bestioles là, qui font un bruit d'hélicoptères russes sur la Tchétchénie. Non, ce sont finalement un mâle d'abeille, c'est comme une abeille, mais alors en plus gros, en plus dodu, en plus poilu et en plus feignant. Ah oui, parce que... alors attention, je précise, hein. L'analogie, c'est pas faire systématiquement du copier-coller. D'accord? Je vous avais prévenu dès le départ. OK? Alors, parce qu'en fait, ils pensent qu'à ça, c'est s'envoyer en l'air avec la reine pour la féconder. C'est quand même très nécessaire. Et vous voyez par là que, finalement, dans le système de reproduction, il y a la reine et les mâles. Et dans la production, comme leur nom l'indique, il y a les ouvrières. Alors, avançons encore un peu dans ce monde étrange et quand même très différent du monde humain, ce qui ne nous empêchera pas de trouver des points communs. Mais pour parler de la reine, tout le monde croit que la reine, et comme vous êtes des dirigeants d'entreprise, tout le monde croit que la reine, c'est la chef, qu'elle commande à tout le monde et qu'elle détermine ce que chacun doit faire dans la colonie d'abeilles. Eh bien, détrompez-vous.
Ça n'est absolument pas le cas. La reine, elle assure la démographie de la colonie d'abeilles. De ce point de vue-là, ce serait une super DRH. OK ? Et elle ne donne aucun ordre aux abeilles ouvrières qui s'auto-organisent par équipe, un peu à l'image d'une entreprise libérée qui aurait des cercles d'intervention autonomes et interdépendants. Tout à fait étonnant. La reine n'est pas la chef d'un système centralisé. La reine ne donne pas d'ordre. La reine n'est pas au sommet de la pyramide imaginaire de l'organigramme que nous pourrions imaginer de la ruche. La reine, elle a un deuxième rôle à part le rôle de la démographie, qui par contre est un rôle fondamental et fort utile en entreprise. La reine, dès lors qu'elle est née et qu'elle a été fécondée, elle produit une hormone, une féhormone, qui est une sorte d'odeur qu'elle produit à jet continu, hiver comme été, la nuit, le jour en permanence, et qu'elle diffuse sur l'ensemble des abeilles de la colonie. C'est une hormone de cohésion. Et la reine, si elle n'est pas la chef autoritaire du système, elle pratique néanmoins une sorte de leadership par la cohésion. Vous avez pensé à l'importance de la cohésion pour que votre groupe soit fort et puissant, pour que votre équipe fonctionne bien, pour que votre organisation soit performante? Eh bien, la cohésion, c'est tellement important que dans le monde biologique des abeilles, il y a un insecte qui fait de la cohésion en permanence. Et cette cohésion est renouvelée continuellement. Et en plus, les abeilles entre elles, dans la ruche, c'est très sympa une ruche, elles se font des petits bisous pour s'échanger l'odeur commune de la reine. Mais attention, ça donne à la colonie d'abeilles une identité commune, une solidarité, une capacité à vivre et être ensemble parce qu'il y a un commun qui vient de la cohésion, qui vient de la reine. Tout à fait étonnant. Et j'en viens presque à une première leçon de management issue de la ruche. Qu'avez-vous fait de la cohésion? Qui fait la cohésion chez vous? Est-ce que la cohésion est un processus continu? Et comment vous faites pour l'entretenir tout au fil des jours, des saisons et des années? La cohésion, ce n'est pas seulement le discours des vœux du début d'année en disant bah, cette année on arrête de déconner, hein, on se met ensemble et on réussit, quoi. Bah, ça ne va pas suffire. C'est ça qu'elles nous disent, les abeilles. Et donc, la cohésion, c'est important. Alors, il n'y a pas que la cohésion qui fait marcher la ruche, même si c'est un facteur clé, indéniablement, de sa réussite. Ça, c'est sûr. Il y a un autre phénomène tout à fait étonnant, peut-être pas très connu non plus. Et là, attention, j'espère que ça va marcher parce que je vais afficher une image un peu coquine, mais je vous aurais prévenu. Ouais. Je vous ai parlé de la reine et des mâles qui s'envoient en l'air. Et oui, la reine, elle doit être fécondée pour pouvoir pondre les œufs qui lui permettront d'enclencher la démographie de la ruche. Vous avez sur cette photo incroyable une reine en plein vol à 25 mètres d'altitude en moyenne, c'est le vol nuptial de la reine, et vous avez un mâle qui est en train de remplir sa spermathèque. Et oui, ça s'appelle comme ça. Parce que la reine, tant qu'elle n'a pas rempli sa spermathèque, elle ne peut pas assurer la ponte qui est vitale pour la prospérité de la colonie d'abeilles. Et en fait, comment ça se passe? Alors, je vais vous faire quand même un petit peu la reproduction, un peu quand même. On peut? Allez, un petit peu de reproduction. Et après, on parle que production, je vous promets. Quand la reine naît, elle est vierge et tant qu'elle n'a pas rempli sa spermathèque, rien ne peut se passer. Alors, elle va se mettre à la bordure de la ruche, comme ça, et elle va se mettre à chanter. Un chant incroyable. Oh, je crois bien que j'ai un petit peu décalé le truc. Voilà. Un chant incroyable qui est entendu dans les alentours à plusieurs kilomètres par tous les mâles qui sont dans les ruches et qui se disent, dis donc, on a entendu chanter une reine. Ça va les excitouiller comme pas croyable et ils vont tous sortir des ruches pour créer un énorme nuage de mâles. La reine va passer à travers et là, tagada de soin, je vous voyez très bien ce qui se passe. Mais, il y a derrière, alors vous allez me dire, la leçon de management, elle est où? Vous allez voir.
Je- J'y arrive, j'y arrive. J'y arrive. Il y a derrière ce phénomène une leçon de management que je vais vous dévoiler petit à petit. C'est qu'en fait, la reine, pour remplir sa spermathèque, a besoin de s'accoupler avec plusieurs dizaines de mâles. Les uns après les autres, hein, on est d'accord, mais voilà. Et en fait, les mâles qui vont s'accoupler avec la reine viennent de colonies, de ruches différentes. Et il y a là un brassage génétique incroyable qui fait que la reine, elle bénéficie du patrimoine et de l'ADN de mâles qui sont tous différents et qui viennent de colonies différentes dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la ruche à laquelle appartient la reine. Et en fait, il y a là une diversité génétique incroyable dont tous les biologistes s'accordent à dire que c'est le secret de la réussite des abeilles au fil des siècles, voire des millions d'années, car les abeilles sont sur la planète bien avant nous, environ 150 millions d'années. Et en fait, cette diversité génétique a permis aux abeilles de s'adapter à plein de situations, parce que le plus il y a des gènes différents, le plus il y a des comportements différents, et le plus il y a des capacités d'adaptation. Et voyez, la leçon de management, elle est là. Elle est en fait que face à la complexité, seule la diversité apporte une multiplicité de solutions qui sont tout à fait bénéfiques, surtout dans un monde complexe. Et en matière de complexité, je ne vous apprends rien. Ça ne s'est pas arrangé au cours de ces derniers temps. Et donc, le plus on a de possibilités de solutions, de comportements différents, de diversité culturelle, de points de vue et d'expérience, le plus on a des chances de trouver une solution adaptée à la complexité d'une situation. Alors que si tout le monde pense pareil, à la même culture, vient du même format de pensée, eh bien finalement, on n'a pas cet éventail de possibles devenu indispensable à la réussite de nos entreprises qui s'affrontent à plein de situations complexes. La diversité génétique due au mâle nous renvoie à la propre diversité de la composition de nos équipes, de nos savoir-faire, de notre codir. Voilà. Le plus il y a de la... Alors par contre, le problème de la diversité, c'est qu'il faut la réguler. Mais ce que je trouve étonnant chez les abeilles, c'est qu'en fait, l'unité vient de la reine et la diversité vient des mâles. Et c'est la dynamique entre unité et diversité qui fait la dynamique globale de la colonie d'abeilles. Voilà un bel enjeu symbolique pour nos propres entreprises, évidemment. Comment garder l'unité tout en sauvegardant la diversité créatrice. Voilà encore une autre petite leçon de management, me semble-t-il. Alors tout ça pour faire quoi? Eh bien en fait, qu'est-ce qu'elles font les abeilles? C'est quoi la petite entreprise des abeilles? C'est d'aller collecter dans la nature des matières premières, et il y en a 4 qui sont essentielles à la prospérité de l'entreprise abeille. La première, on en a déjà parlé, c'est le pollen. Le pollen, les abeilles vont le collecter dans les étamines des fleurs. Elles vont le ramener à la ruche pour nourrir les petites larves. Puisqu'effectivement, vous connaissez le principe des insectes, un œuf donne une larve qui va ensuite se métamorphoser dans un cocon avant de donner une abeille adulte. OK ? Le pollen est une protéine végétale qui sert à nourrir les larves dans la ruche. Une colonie d'abeilles va collecter. Alors vous avez déjà pesé un grain de pollen? C'est très modeste. Une colonie d'abeilles va récolter sur une saison plusieurs dizaines de kilos de pollen. Autant dire, il faut y aller voir. C'est indispensable à la prospérité des nouvelles générations d'abeilles que sont les larves. Les abeilles, bien sûr, elles vont aussi chercher le nectar dans les fleurs. Alors le nectar, c'est quoi? Je dirais que le nectar, c'est produit par les nectaires des fleurs. Au fond de la fleur, il y a une petite source qui fait des glou-glous et qui produit un liquide sucré que je comparerais à de la tisane. Parce que dans ce liquide sucré, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sucre naturel, évidemment, des fructoses, des glucoses, des saccharoses, des tas de trucs.
Et il y a les principes actifs de la fleur en question, de l'espèce florale en question. Ce qui fait que chaque nectar de chaque fleur est différent, ce qui explique l'immense diversité des miels. Ainsi, par exemple, dans le nectar de thym, vous avez du thymol, ce qui fait du miel de thym un antiseptique un peu plus puissant que la moyenne des miels, qui le sont tous plus ou moins d'ailleurs. Ok ? Les abeilles vont aussi chercher de l'eau. Elles vont chercher de l'eau dans la nature parce qu'elles ont besoin de climatiser l'intérieur de la ruche et d'assurer une température qui est une constante hiver comme été. Au sein de la colonie d'abeilles, la température est toujours la même. Savez-vous quelle est-elle, d'après vous? Ce serait combien à l'intérieur d'une ruche? La température qui serait, même aujourd'hui alors qu'il ne fait pas très chaud. Avez-vous quelques chiffres, madame? Elle n'a pas de chiffres, madame. Et une autre personne? Alors, vous avez dit 25 degrés. C'est bien plus, c'est 35 degrés. La température au sein d'une colonie d'abeilles est assez comparable et proche de la température d'un corps humain. Mais vous imaginez bien que pour maintenir 35 degrés actuellement dans la ruche, il faut un système de chauffage, et on verra comment ça marche, et que si la température externe, en plein été, une canicule, conduirait à des températures supérieures à 35, il faut un système de climatisation pour réguler la température et dans lequel l'eau joue un rôle fondamental, d'où le fait que les abeilles vont récolter de l'eau. Et puis, les abeilles, savez-vous, pratiquent la phytothérapie. Elles vont chercher des principes actifs dans le système floral, dans le système végétal, ça s'appelle la propolis. La propolis est une substance végétale qui est un puissant bactéricide et fongicide. Et finalement, on pourrait dire que les abeilles, bien avant nous, utilisent régulièrement le gel hydroalcoolique. Sauf que c'est un gel hydroalcoolique d'origine naturelle, ça s'appelle la propolis. Et voyez bien qu'en prenant ces matières premières et en les transformant pour répondre aux besoins de leur société, on peut comparer la ruche à une industrie qui prend des matières premières pour les transformer et ainsi répondre aux besoins de la société. Mais me direz-vous, il y a parmi vous des sociétés de services. Mais on peut aussi comparer la ruche à une société de services. Vous avez le petit signal qui est là, une abeille qui va de fleur en fleur. Elle rend un service aux fleurs en les mettant en relation. Et finalement, une société de services, c'est transformer le monde grâce à des mises en relation qui transforment le monde. C'est beaucoup plus immatériel, mais c'est tout aussi essentiel. Et que vous soyez une entreprise de service ou une entreprise industrielle, vous pouvez tout à fait vous projeter dans la logique de la ruche qui joue ces deux fonctions magnifiques. Alors maintenant, je vais juste vous montrer un essaim d'abeilles qui s'est échappé d'une ruche, d'une colonie d'abeilles, pour s'installer dans une branche d'arbre. Voilà, c'est tout simplement une réflexion de la logique de l'essaim. Est-ce que ce n'est pas une logique d'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas comparer une entreprise finalement à un groupe collectif avec sa puissance commune, avec un ensemble d'individus, avec une forte cohésion et avec un destin commun? Est-ce que la logique de l'essaim ne serait pas un peu comparable à la logique de l'entreprise? Alors, je vous propose quelques réflexions sur ces deux logiques et voir comment la logique de la ruche peut nourrir la logique de l'entreprise. C'est ce que j'ai appelé les leçons bio-inspirées, c'est-à-dire inspirées de la biologie. Et voici 5 leçons inspirées par les abeilles, applicables aux entreprises. Voilà ce que les abeilles peuvent nous suggérer. Alors, première chose, je vous ai dit que j'étais savoyard. Et j'ai donc installé des ruches dans les alpages de la Vanoise, à 1300 mètres d'altitude. Ce sont les ruches qui s'affichent à l'écran. Un jour, il y a quelques années, je suis allé surveiller mon rucher en pleine montagne. J'ai mis mes raquettes, mon petit sac à dos avec ma gourde, et je suis allé voir les ruches.
et j'ai découvert ce rucher sous la neige. Nous sommes dans les alpages de la région de Champagny-en-Vanoise, si vous connaissez. Ce jour-là, la neige était tombée en abondance. Je suis arrivé, le soleil était magnifique, j'ai fait cette petite photo et j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est incroyable. Pour qui ne connaîtrait pas le monde des abeilles, on se dit c'est bizarre ces petites cabanes sous la neige. Personne ne sort, il ne se passe rien. On pourrait croire que toute la colonie est morte. Il n'y a pas de vie apparente. Sauf que la vie, elle est à l'intérieur de la ruche. Et en fait, on pourrait presque dire, quand on sait comment ça marche, que les abeilles passent l'hiver en confinement. Ça vous rappelle des trucs? En fait, effectivement, c'est ça. Dans chaque ruche, vous avez une colonie d'abeilles d'environ 10-12 000 abeilles avec une reine qui passent leur temps en confinement. Alors, ça veut dire quoi pour les abeilles, le confinement? Ça peut peut-être vous intéresser, ça, parce que on risque en plus d'y retourner, autant essayer de comprendre. Ça veut dire déjà rester ensemble pour se nourrir, grâce au miel qui a été mis en stock par les abeilles. Un confinement, ça se prépare. Si tu n'as pas de réserve, tu es mal. Pour les gens qui sont dans la comptabilité, si tu n'as pas de réserve, de quasi-fonds propres, de haut de bilan, tu es mal. Or, finalement, les quasi-fonds propres de la ruche, c'est les stocks de miel pour passer l'hiver. Tout au long de la journée, et même de l'année, les abeilles continuent à se nourrir de miel. C'est la nourriture des abeilles adultes, évidemment. Mais ça, c'est un flux qui sert à nourrir les abeilles, mais qui n'est jamais stocké dans la ruche. Ça s'appelle le BFR d'un point de vue comptable, me semble-t-il. D'accord? Et puis alors, c'est là que va intervenir l'actionnaire apiculteur, qui est en fait quelqu'un qui va espérer qu'au-delà du BFR et au-delà du stock nécessaire aux abeilles pour passer l'hiver, il y ait des surplus de miel qu'il pourra s'approprier en tant que bénéficiaire, parce que finalement l'apiculteur c'est un actionnaire raisonnable qui a investi pour la prospérité des abeilles dans la ruche, dans le rucher qui protège ses abeilles et qui les aide à prospérer et qui essaie d'en tirer un petit bénéfice. Mais c'est un actionnaire raisonnable car il ne détermine son bénéfice qu'à la fin de l'exercice et pas avant, juste en fonction de la prospérité de la colonie d'abeilles. Et selon les cas, il y aura surstock de miel et bénéfices. Des fois, il y aura juste ce qu'il faut pour les abeilles et à ce moment-là, on ne récupère rien du tout. Et parfois, il faut rajouter des fonds propres parce qu'il n'y a pas assez de miel à l'entrée de l'hiver. En général, dans les pays de Savoie, si on n'a pas une vingtaine de kilos de miel au mois de novembre dans la ruche, il y a peu de chances qu'elle survive jusqu'au mois de mars-avril, à l'hiver un peu rigoureux de ces endroits-là. Donc vous voyez, là aussi, il faut une place pour tout le monde dans l'écosystème de la ruche, y compris l'apiculteur, mais c'est peut-être un peu pareil dans l'écosystème de l'entreprise. Quelle est la place de l'actionnaire? Quel est son rôle? Et toute la prospérité générée par ce système, qu'est-ce qui va en fonds propres? Qu'est-ce qui va en BFR? Et qu'est-ce qui va en bénéfice? Vous voyez, la métaphore est assez riche là aussi. Mais en voyant donc ces abeilles que je visitais par ce beau matin de janvier, je me suis dit, mais c'est quoi le secret des abeilles? En fait, elles ont un projet commun et partagé par toutes les abeilles. Et toute la colonie d'abeilles a un projet inconscient, certes, parce que ce ne sont pas des humains, mais qui est quand même un projet fondamental qui consiste à se dire, pendant la belle saison d'été, ensemble, collectons le nectar, stockons-le sous forme de miel pour passer la période difficile de l'hiver. Donc il y a un projet commun qui est un projet vital, qui est un projet partagé par toutes les abeilles de la ruche. Et c'est ça la force du système. Alors évidemment, ce projet, il est chez les abeilles implicite et même inconscient, même si ça ne les empêche pas d'agir pour constituer le stock de miel nécessaire au passage de l'hiver. J'ose penser que chez les humains, le projet il est plutôt conscient et explicite. Mais tout ça, ça se travaille. Et ça, c'est du management.
Parce que c'est le rôle du manager de définir le projet, de le rendre explicite, compris, partagé pour emmener tout le monde dans un même projet. Voilà la leçon de management des abeilles. Et il ne peut pas y avoir une organisation puissante et durable si elle n'a pas de projet. Chez les abeilles, ce projet, c'est de survivre à l'hiver. Chez les abeilles, c'est d'accepter le confinement hivernal durant lequel les abeilles, bien sûr, se nourrissent du stock de miel, mais aussi se réchauffent pour faire face au problème des températures trop basses de l'hiver. Et puis, les abeilles, pendant le confinement hivernal, eh bien, elles sauvegardent leur santé, non pas avec le gel hydroalcoolique, mais avec la propolis. Et puis les abeilles, pendant la période hivernale, elles continuent ensemble à faire du team building pour s'entraîner et garder une dream team qui sera prête au printemps à déployer ses talents pour à nouveau se relancer dans la collecte du nectar qui deviendra le miel. Première leçon de management que j'ai envie de vous proposer, s'aligner sur un projet commun et partagé. C'est ça qui différencie les abeilles de plein d'autres insectes. Il y a plein d'insectes qui s'en sortent individuellement. Il y en a qui vont migrer dans le sud, en Espagne, parce qu'ils ont peur de l'hiver, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il y en a d'autres qui vont passer l'hiver sous forme de larves, sous forme d'œufs, ou alors c'est la mère qui a été fécondée, qui va se sauvegarder de l'hiver. C'est comme ça que ça marche chez les guêpes. Et quand le printemps va venir, elle va à nouveau développer une nouvelle colonie. Mais les abeilles, elles n'ont pas fait ce choix-là. Elles ont dit, on reste ensemble. On réduit l'effectif, mais on reste à 12 000. On se prépare à l'émergence florale du printemps. On reste en équipe. On garde notre cohésion, on garde nos réserves et on se prépare à se redévelopper à l'approche du printemps. Quel est votre projet? Comment vous le partagez? Qu'est-ce qui fait qu'il associe tout le monde? Comment vous vous garantissez que ce projet est partagé et aussi compris par tout le monde? En plus, votre projet, il bouge, il évolue. Il faut le mettre à jour régulièrement. Voilà, une première leçon de management inspirée par les abeilles, bien sûr, adaptée à la particularité des humains que nous sommes, évidemment. C'était la première leçon, je vais vous proposer une deuxième leçon. Alors vous allez me dire, on a appris que la reine n'est pas la chef, du coup comment ça marche? Je vous propose l'organigramme de la colonie d'abeilles. Je vous ai mis en rouge les fonctions de reproduction et en bleu les fonctions de production. En rouge, les étoiles rouges, c'est les mâles, c'est les shérifs. En fait, très bizarrement, ils ne servent pas tellement à la ruche, ils servent à la ruche d'à côté. Ils servent à assurer la diversité génétique du système. La reine, je me suis dit, la reine, je la mets où? C'est le cercle rouge du contenant de la colonie, c'est elle qui fait la cohésion. Et selon le volume de sa ponte, le cercle va être plus ou moins vaste. En bleu, la production. On constate dans une ruche 6 équipes de production fondamentales organisées sur 6 fonctions différentes. Le nettoyage et la logistique, le nourrissage, les cirières qui bâtissent les rayons de cire, les ventileuses qui assurent la climatisation, les gardiennes qui assurent le contrôle d'accès dans la ruche, et enfin, les butineuses qui vont aller chercher la matière première, qui vont récolter les matières premières dans l'environnement de la ruche. Alors, chose étonnante, les éthologues, c'est-à-dire ceux qui étudient le comportement des animaux et des sociétés animales, se sont aperçus qu'une abeille ouvrière, au cours de sa vie, va occuper les 6 fonctions que vous avez là, les unes après les autres, et elle va changer de boulot. Toute jeune abeille commence par être nettoyeuse et logisticienne. Ensuite, elle devient nourrice. Ensuite, elle va bâtir le rayon de cire. Elle va ventiler pour assurer la clim, assurer le gardiennage. Alors dans la ruche, il y a un vrai contrôle d'accès, ça rigole pas. C'est pas comme la police municipale, elles sont armées les abeilles, avec un dard.
Et je peux vous dire qu'elles font tout ce qu'il faut pour garder le trésor qu'elles ont, qui est le miel, qui attire toutes les convoitises. Et si vous avez un trésor dans votre entreprise, gardez-le. Assurez une fonction de gardiennage sérieuse. Il n'y a rien de pire que de se faire piquer soit ses idées, soit son matériel, soit ses produits. La ruche a un contrôle d'accès très sérieux. Et puis il y a les butineuses, qui sont un peu les commerciales, qui vont prospérer dans l'environnement pour trouver les ressources nécessaires à la prospérité du système. Notez bien que chaque abeille ouvrière, au cours de sa vie, va passer successivement dans ces 6 fonctions. Que chaque abeille ouvrière appartient à un moment donné à une équipe et que chaque équipe s'auto-organise pour remplir sa fonction du mieux possible. Notez bien que dans chaque équipe, il y a des jeunes abeilles et des abeilles plus âgées, qu'il y a des juniors et des seniors, et que dans chaque équipe, il y a un système d'apprentissage où ce sont les abeilles les plus expérimentées qui apprennent aux jeunes abeilles comment développer la fonction qui est la leur. Notez bien que chaque équipe est en interface avec les autres équipes. Ce n'est pas une logique de silo. Ce n'est pas « ah ben non, moi je construis les rayons de cire, le reste je m'en fous, débrouillez-vous ». C'est une logique d'interface permanente. D'ailleurs, pour des raisons pédagogiques, je vous ai mis 6 équipes d'une taille à peu près équivalente, 6 cercles à peu près équivalents. La réalité de la ruche, selon la saison, va varier. Pendant le printemps, c'est le cercle des butineuses. Ce sera l'équipe la plus importante. Alors que pendant la période, par exemple, de sortie d'hiver, c'est le nettoyage et la logistique qui va l'emporter. Ah oui, parce que la ruche, c'est très bien organisé, hein, attention. Ce n'est pas une chambre d'adolescent, c'est un truc assez cadré. Et donc, il y a des abeilles nettoyeuses qui se chargent de tout ça. Voilà ce que je vous propose comme organigramme de la ruche, qui évidemment n'est pas le traditionnel râteau ou la pyramide que nous imaginons. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, bien que l'abeille n'ait pas conscience d'elle-même, je me suis dit en faisant cela, finalement, c'est quoi la logique d'une abeille? Ce n'est pas d'obéir puisqu'on ne lui donne pas d'ordre. La logique d'une abeille, c'est de contribuer. Contribuer à son évolution d'abeille individuelle, contribuer à la réussite de son équipe, de l'équipe à laquelle elle appartient, et chaque équipe contribue à la réussite de la colonie d'abeilles. Eh bien, je vais vous dire une chose. Bien sûr, dans le management, il faut donner des ordres et essayer de les faire respecter, c'est évident. Mais il y a une logique complémentaire à celle-ci qui est intéressante, qui me vient de la fréquentation des abeilles. Pourquoi ne pas susciter une logique contributive de la part de tous les membres d'une équipe? Parce qu'à ce moment-là, au lieu d'obéir, ils vont contribuer, ce qui n'est pas exactement la même chose, et ce qui est beaucoup plus puissant. Et ce qui donne une capacité d'adaptation, de créativité et de production extraordinaire. Pensez à ça, comment développer un management qui renforce les capacités contributives de chacun. Alors, vous avez ici un autre élément qui fait réussir les abeilles. Évidemment, c'est assez connu puisqu'on parle beaucoup de la pollinisation des abeilles. La pollinisation, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez au sommet quelques fleurs de pissenlit qui produisent du nectar pour attirer les abeilles qui plongent pour récupérer ce nectar et qui ainsi, en se couvrant de pollen, vont transporter le pollen du pissenlit A au pissenlit B, C, D, E, F, G, etc. Car une abeille se spécialise sur la même fleur toute la journée pour être plus efficace. Et donc, 100% du pollen qu'elle a sur elle-même va aller sur des fleurs de pissenlit et ainsi les féconder. Bien, je vais vous dire, l'abeille que vous avez en bas, là, à la fois à court terme, elle ramène le nectar à la ruche nécessaire à la production du miel, mais à court terme, elle contribue à renouveler la ressource en pissenlit pour les générations futures d'abeilles. Et pourtant, je n'ai jamais vu de bouquin sur le développement durable dans la ruche. Mais c'est ce qu'elles font dans les faits. Et ça pose une question, parce qu'en fait, elles assurent en permanence le renouvellement de leurs ressources sans nuire à leur qualité ni à leur quantité, puisqu'elles multiplient plutôt les zones florales et elles multiplient
une ressource de grande qualité. Et là, ça nous pose une question à nous, stratégique pour nos entreprises. Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Comment le préserve-t-on? Et la réflexion qui vient en management, c'est entreprendre sans détruire. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit l'état de la planète, dont je vous parlais tout à l'heure, quand on voit l'état des abeilles, que je connais bien, entreprendre sans détruire, on n'a pas fait que ça au cours des dernières décennies. Et ça devient une nécessité, une raison d'être et un enjeu majeur. Et quand je dis entreprendre sans détruire, c'est entreprendre sans détruire l'habitabilité de la planète. C'est quand la planète ne sera plus habitable pour nous, à quoi sert une entreprise prospère dans un monde qui se casse la figure? À rien. Les deux sont liés, c'est fondamental. J'avance pour vous présenter encore deux petites choses sur les abeilles. La danse des abeilles. Alors, la danse des abeilles, c'est un mode de communication incroyable qu'ont mis au point les abeilles, qui consiste à partir d'une ruche, de permettre aux premières abeilles qui ont trouvé une ressource florale de donner le message à l'ensemble de la colonie d'abeilles pour que le nombre de butineuses se multiplie rapidement de manière exponentielle et permette à toutes les abeilles de bénéficier de cette ressource. Dans le petit schéma qui est indiqué très rapidement, vous avez la ruche, l'axe du soleil, et vous avez un angle de 80 degrés qui renvoie sur le point numéro 2, qui est par exemple, on va dire, un champ de sarrasin en fleurs, puisque nous sommes en Bretagne. Et le sarrasin est une plante très mellifère, extraordinaire, magnifique, qui a plein de qualités en plus. Alors, les premières abeilles découvrent le sarrasin, reviennent à la ruche, et elles vont donner le message à des groupes d'abeilles de plus en plus importants en leur disant « Quand tu sors de la ruche, tu suis l'axe du soleil, je te donne la direction à prendre 80 degrés, je te donne la distance entre la ruche et le champ de sarrasin, et je te fais un petit bisou de nectar de sarrasin pour que tu mémorises la plante à atteindre. » 100% des abeilles ont le message. 100% des abeilles se précipitent sur le sarrasin et la récolte est amplifiée de manière exponentielle. Et c'est une danse en forme de 8 que vous avez indiquée là, qui est un langage élaboré par les abeilles pour leur permettre d'échanger les bonnes informations. Eh bien, en fait, les abeilles, elles ont une communication efficiente. Une communication où 100% du message est clair, net, précis et facile à comprendre et à mettre en œuvre. Bon, là, la leçon de management, je ne vous fais pas de dessin. Alors, un schéma un peu compliqué, mais ce sera le dernier, et je vais vous le présenter rapidement, c'est la thermorégulation de la ruche. Vous avez cette boule d'abeilles qui sont dans la ruche, dans un carré qui figure la colonie, la ruche elle-même, le carré gris, et vous avez au centre une boule d'abeilles. Qu'est-ce qui se passe? Sur la partie qui est de couleur bleue et jaune, pendant l'hiver, les abeilles se regroupent dans une grappe, et vous avez des abeilles au centre qui mangent du miel pour produire de la chaleur à 35 degrés. C'est la zone en rouge. Dans la zone en jaune, vous avez des abeilles qui se reposent. Et sur la périphérie, vous avez des abeilles qui font l'étanchéité en se serrant les unes les autres. Ce que nous ont appris les scientifiques, c'est que chaque abeille change de position en permanence. Au bout de 20 minutes de chauffage, elle va se réfugier dans la zone de repos et d'autres prennent sa place. Et quand les abeilles de la périphérie commencent à grelotter, à ce moment-là, elles rentrent se réchauffer dans le système, mais il y en a d'autres qui prennent leur place. C'est un système en pleine dynamique, et c'est une dynamique de groupe qui est une belle illustration de l'intelligence collective. L'été, quand il fait beau, les abeilles font des couloirs d'aération qui figurent en blanc sur le schéma, et elles ventilent. Si jamais la chaleur est trop importante, il y a des abeilles qui vont aller à l'extérieur chercher de l'eau et la régurgiter dans le système de ventilation comme un brumisateur. L'eau, en s'évaporant, va emmener les calories trop importantes et réguler la température à 35 degrés dans la ruche. Voilà une métaphore de l'intelligence collective. Pourquoi? L'intelligence collective, c'est quand le groupe trouve la solution au-delà de l'individu.
L'intelligence collective, c'est quand la solidarité d'un groupe fait émerger une solution alors qu'il n'est pas possible pour un seul individu de régler le problème. Là aussi, c'est une leçon de management très utile par les temps qui courent. Je vous propose une petite synthèse de ces quelques leçons issues de la ruche. La voici. Nous avons vu, en dehors de la cohésion et de la diversité, que les abeilles ont une capacité à s'aligner sur un projet commun et partagé. Voilà une vraie leçon de management. Les abeilles, elles favorisent des logiques contributives au sein de chaque groupe. Ça, c'est un vrai projet aussi de management. Les abeilles entreprennent sans détruire. Alors là, il y a du mal. Hein. Là, il y a du mal de fait. Il y a un vrai enjeu. Si on veut voir plus loin, si on veut que nos activités perdurent dans le temps, si l'on veut assurer l'habitabilité de la Terre pour les jeunes et futures générations, eh bien, entreprendre sans détruire, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et c'est en soi un projet stratégique et un projet de management fondamental. Et puis, développer une communication efficiente. Je ne développe pas plus, parce que la communication, on sait comment faire de la mauvaise communication. C'est envoyer des mails à tout le monde. Alors les abeilles, elles n'ont pas de mail, elles ont du miel, c'est plus simple. Mais voilà, et parier sur l'intelligence collective, encore une fois, quand l'individu n'est pas apte lui-même à trouver une solution, seul le groupe et l'intelligence collective est à la hauteur du challenge. Je termine avec une dernière petite phrase qui est ma conclusion, qui va nourrir sans doute vos réflexions avant que nous nous nourrissions nous-mêmes physiquement, et on reprendra volontiers le débat, puisqu'encore une fois, c'est une métaphore, c'est une image. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bien souvent dans l'entreprise, on espère des exploits solitaires. Or, un exploit, vous ne pouvez pas le faire en permanence. Et si vous le faites solitaire, vous le faites tout seul. Les abeilles ne fonctionnent pas du tout sur une logique individuelle, elles fonctionnent sur une logique collective. Elles fonctionnent sur une logique solidaire, ça c'est sûr. Mais elles fonctionnent aussi sur une logique de réussite. Et la réussite, ça s'installe dans le temps et la durée. Et donc voici ce que je vous invite à méditer pour conclure ce petit exposé. Préférons la réussite solidaire à l'exploit solitaire. Merci beaucoup.